Théo, comment vas-tu? Salut Gémile, je vais bien et toi? Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous qui nous regardaient en replay ou en direct. Heureux de te retrouver, même si je n'ai pas prévu de te faire parler dans cette chronique, tranquillement. Je peux tout à fait jouer le rôle de pot de fleurs, ça me va tout à fait. Bon, pour une fois, tu pourras faire ce que tu veux et réagir si tu veux, bien évidemment. Heureux aussi de vous retrouver, vous, pour cette nouvelle chronique éditoriale positive. Oui, j'ai entendu et reçu vos appels désespérés, presque autant que moi, face à ce monde, à ce torrent de merde qui est devenu nos fils d'actualité. Et plus, je dirais, l'échéance électorale approche, plus l'odeur est forte. Plus aussi le bruit des bottes aussi. Hier, face à mon écran d'ordinateur, en guise de page blanche, où le curseur clignotait lentement, comme pour me dire qu'il était prêt à bondir afin de suivre la course folle de mon imaginaire et inspiration, j'étais là, las, hésitant. Ma veille politique quotidienne et mes notes étaient grises et macabres. Sans surprise aucune, quoi que je fasse, ce sont les faits et gestes d'un certain Zemmour, plutôt Eric Z, qui ont colonisé notre temps de cerveau disponible. Documentés, commentés avant que les commentaires soient à leur tour commentés depuis des mois, jusqu'à plus soif, jusqu'à saturation. C'est ça, je pense, c'est le mot. Le mot, c'est saturation. L'espace médiatique, tout comme nos cerveaux, sont saturés de près de 300 occurrences aux xénophobes par jour, venant ni plus ni moins construire un monstre médiatique fasciste, finalement, désormais officiellement candidat à la présidence pour le plus grand bonheur des libéraux, type Macron. J'aurais pu vous parler de ça, mais j'ai décidé de faire une chronique positive. Positive attitude. J'étais en manif samedi dernier, le 27 novembre à Paris, pour marcher positivement contre le fascisme qui rampe et qui grimpe. 3000 manifestants, selon la police, donc sans doute plus, et 600 agents surarmés, et autant de camions, de voitures blindées, de motos à de gyrophares bleus clignotant pour encadrer toute la marche dans le froid de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement, jusqu'à la place Saint-Michel, dans le 6e, atteinte plus de 3 heures plus tard. 600 flics, dont pas mal de provocateurs, formaient une nasse mobile géante d'où on ne pouvait sortir, d'où on ne pouvait rentrer, et que depuis l'extérieur donnait au badaud l'impression d'une foule haineuse et menaçante, contenue par la force légitime d'un État protecteur et bienveillant. Alors qu'en vérité, nous sommes là, nous étions là, librement tenus en laisse, autant dans notre droit de manifester pacifiquement que désormais dans notre quotidien le plus banal où, je le rappelle encore, pour prendre un café, un TGV ou aller au musée, il nous faut délivrer son identité QR codée sans broncher. J'aurais pu vous parler de ça, mais j'ai décidé de faire une chronique positive. Voilà. Positive attitude. On cherche toujours, Gémile. Omicron. Je ne sais pas si tu as vu, c'est le dernier nouveau iPhone, le nouveau nom du nouveau variant du coronavirus. Collection automne-hiver 2021-2022. La livraison est en cours et avec un peu de chance, on l'aura pour Noël. D'ailleurs, je ne sais pas comment on prononce ça. Omicron. Pendant ce temps-là, effectivement, au gouvernement, on continue. Il y a le débat au gouvernement. On continue à flinguer là-bas l'hôpital public, à lutter corps et âme contre l'écriture inclusive et le wokisme, mais aussi, on prend le temps d'indiquer aux principaux médias de prononcer Omicron plutôt qu'Omicron. Parce que Micron et Macron, c'est un peu trop proche et ça risquerait peut-être de faire flamber les esprits les plus opposés à notre grand chef suprême qui se donne tant de mal à faire de nos vies médiocres un rêve éveillé. Alors c'est sûrement faux comme info, mais ça me fait tellement marrer parce que je sais qu'ils en sont entièrement capables. Il n'y a qu'à se souvenir de la mise en garde à vue d'une jeune femme à Toulouse en avril 2020 plutôt, avec une banderole Macronavirus. 4 heures de privation de liberté et d'humiliation pour cette femme et surtout pour une banderole qui n'a pas plu au prince. J'aurais pu vous parler de ça, mais j'ai préféré faire une chronique positive. Merci Théo. Tu vois, regardez, il y a des relances. Bon, puisque l'exercice semble bien délicat dans le cadre, voire impossible, de notre France actuelle, je vous propose, comme d'habitude, de regarder vers l'étranger. Et cette fois, je vais vous emmener au pays de Gandhi, au pays de Mère Teresa, au pays de Narendra Modi. C'est pas la même chose. L'actuel chef du gouvernement indien, ultranationaliste, xénophobe, extrémiste hindou, bon appétit. Dans ce pays, si loin de nous, à bien des égards, se passent des choses étonnamment similaires. Un gouvernement mal élu, socialement violent, impose la loi du capitalisme néolibéral par la force, manipule les opinions et réprime les oppositions dans le sang. On se croirait presque chez nous. Courant 2020, en pleine crise pandémique, dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, au service public de santé délabré et inégalitaire, le gouvernement décide de réformer les lois sur le travail et de libéraliser la commercialisation des produits agricoles, faisant sauter alors le plancher des prix minimums garantis par l'État, dégradant les salaires des travailleurs et travailleuses et venant paupériser davantage les paysans indiens, dont 300 000 se sont suicidés ces 20 dernières années, soit 41 par jour.
On se croirait presque chez nous, dis donc. Voilà le contexte de départ de ce qui va donner lieu à la plus grande grève de l'histoire. Parce que l'histoire, le positif arrive. Peu après l'introduction des lois en question, syndicats de travailleurs et partis de gauche commencent alors à organiser des manifestations locales en août et en septembre 2020 pour finir par lancer un mouvement de masse appelé « Allons à Delhi », la capitale du pays. Le 26 novembre 2020, 250 millions d'Indiennes et d'Indiens, agriculteurs, mais aussi des ouvriers, des fonctionnaires, des travailleurs et travailleuses de domaines variés mais mobilisés par solidarité, se mettent en grève. C'est historique. 4 jours plus tard, entre 200 et 300 000 agriculteurs se mettent en route vers Delhi. Objectif, assiéger la capitale du pays, là où siège le gouvernement qui ne veut pas les entendre. Rappelons que, contrairement à chez nous, où les agriculteurs représentent 1,5% de la population active, chez eux, en Inde, c'est 70% aussi pour nos amis suisses et belges qui nous écoutent, de la population, du coup entière, qui dépend, de près ou de loin, du monde rural. Solidaires avec lui, les syndicats de transport menacent alors de bloquer le pays à son tour, mais le gouvernement fanfaronne et sans tête. Et quand l'action s'intensifie un peu trop, il préfère conspuer le mouvement social en le décrivant dans les médias comme manipulé par les forces étrangères rivales, genre la Chine et le Pakistan. La Russie, non ? Pourquoi pas, et dedans en même temps, ça pourrait faire le pont. Les manifestants, eux, décrits comme responsables de la prolifération du coronavirus, ou alors les taxés de terroristes, je les cite, terroristes, et responsables aussi de séparatisme. Main dans la main, le monde politique indien et médiatique dominant surnomme le mouvement, je cite, comme un gang de casseurs de l'unité nationale. On se croirait presque chez nous, dis donc. En parallèle de ça, des personnalités locales, mais aussi étrangères, mais aussi des associations, des élus, des ONG se disent préoccupés par la situation et dénoncent la répression policière. Les Nations Unies, elles-mêmes, rappellent même au gouvernement indien que, je cite, les gens ont le droit de manifester pacifiquement et les autorités doivent les laisser faire. On leur met un gilet jaune sur le dos et bim, on est en France à ce moment-là. À quelques excès près, essentiellement dû à une question d'échelle. À cette heure, on dénombre 670 morts dans le cadre de ce mouvement social indien géant qui a débuté il y a déjà plus d'1 an. Parmi eux, de nombreux fermiers, eux, ont perdu la vie dans le froid durant le premier hiver, dans des campements de fortune installés tout autour de la capitale Delhi, pour maintenir le rapport de force avec le gouvernement. De nombreux tués, eux aussi, par la police, et dans des rixes entre anti- et pro-gouvernement, incarnés en réalité par des différences de religion, exacerbées par le Premier ministre Modi lui-même extrémiste hindou et anti-musulman. Et pour finir, le plus affreux à mes yeux, le 3 octobre dernier, là en 2021, plusieurs voitures d'un convoi ministériel ont délibérément foncé dans une foule de manifestants pacifiques, bilan 8 morts. À l'époque, j'avais pu voir le drame en vidéo, filmé de l'intérieur par des manifestants, je ne sais pas si toi aussi, mais c'était terrifiant. J'aurais pu vous les montrer, mais j'ai préféré faire une chronique positive. Voilà, sourire. Hein. C'est malgré tout positif. Pas ça, mais dedans, il y en a du positif. Ces centaines de milliers de paysans et de paysannes indiens et indiennes ont tenu bon, à camper tout autour de la capitale, New Delhi, se relayant par roulement, par milliers, tour à tour, durant des mois, pour continuer de travailler sans arrêter la lutte, le tout dans des conditions très difficiles, pour finalement l'emporter. Fin novembre, peut-être inspiré par Emmanuel Macron, on ne le saura jamais, Narendra Modi s'adresse aux Indiens, seul, face caméra, à la télévision, sans contradicteur. Je suis venu aujourd'hui vous dire, à l'ensemble du pays, que nous avons décidé d'abroger les 3 lois agricoles. Nous allons entamer le processus constitutionnel d'abrogation de ces 3 lois lors de la session parlementaire qui débute à la fin du mois. Quelques jours plus tard, comme promis par le Premier ministre Modi, et alors que ces 3 lois décriées avaient été suspendues par la Cour suprême en janvier, elles sont enfin abrogées officiellement au Parlement. À gauche et dans le monde paysan, tous crient victoire. La situation déjà délicate des travailleuses et travailleurs de la terre ne sera donc pas plus aggravée en les laissant à la merci des grands groupes industriels. Mais personne, ni ici ni là-bas, n'est dupe pour autant. Cette décision intervient d'abrogation de ces lois, pile à quelques mois d'élections clés dans l'État de l'Uttar Pradesh, mais aussi, qui est d'ailleurs le plus peuplé du pays, mais aussi dans celui du Pendjab. Et ces 2 États sont des hauts lieux de la contestation paysanne. Alors, lever le pied sur des réformes libérales qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général avant une période électorale est une stratégie bien connue et manifestement pas limitée à Macron et sa réforme des retraites qu'il a récemment annoncé mettre de côté, le temps d'être réélu face à l'extrême droite, puis de se remettre au travail. C'est la stratégie qu'il vise. Alors,
Période électorale ou résistance des manifestants? Qu'est-ce qui a le plus pesé dans la balance pour faire abroger ces lois injustes en Inde? Selon moi, il semble clair qu'il s'agisse d'un tout. Ici, le peuple organisé pour défendre ses intérêts a alors surgi dans le calendrier du pouvoir et l'a perturbé en sa faveur. Belle preuve, s'il en fallait, que le rapport de force rapporte, mais qu'il a aussi un lourd prix à payer souvent, car les camps opposés n'ont pas les mêmes forces. Et là, on pourrait parler de l'illusion de l'égalité, mais on n'a plus le temps. Donc voilà, ma chronique éditoriale positive, mais éclairée par la nuance, car rien n'est complètement positif ou négatif, et encore moins figé dans le temps. Tout est perpétuellement en mouvement, hein, et l'histoire nous appelle chaque jour à l'écrire quotidiennement. Pour moi, c'est enthousiasmant, en fait. C'est positif, voilà le positif. Être capable de le voir sans occulter le reste. Le piège serait de remplacer les informations négatives ou perçues comme désagréables par de la légèreté confortable, comme c'est trop souvent fait et demandé. Voilà. Car en face, que ça soit en Inde ou en France, ils n'attendent que ça, que l'on baisse les bras, comme l'on détourne les yeux, par lassitude, par dégoût, par colère, leur laisser champ libre. Alors que la clé, c'est peut-être de nous servir de nos émotions, de ces émotions, pour construire du commun. Au lieu de nous diviser. Et bonne journée quand même. Bonne journée, Gémile. Finalement, c'est une chronique qui nous appelle à nous battre malgré justement le rapport de force qui est en général défavorable au monde du travail.